Après l'indépendance, on attendait une rupture. Regarder la réalité en face, l'observer, l'analyser et l'accepter sans maquillage ni slogan. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà encore pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé Les langues, l'école et les citoyens, le triangle de la victimisation. Ce soir, je vous propose une image simple, presque géométrique. Un triangle redoutablement efficace dans lequel on fabrique parfois, sans le vouloir, de la victimisation. Au sommet, les langues et les politiques qui les organisent ou les abandonnent. Au milieu, l'école, censée transmettre et émanciper, mais qui, selon les périodes, soutient ou écrase. À la base, les citoyens, produit final ou victime finale, selon la solidité des deux étages supérieurs. Quand le sommet vacille et que le milieu fatigue, la base encaisse. C'est logique, presque architectural. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce triangle produit des dégâts, mais comment il se forme et surtout, comment en savoir sans tout faire s'écrouler. L'Afrique est sans doute le seul continent où parler plusieurs langues avant midi ne provoque ni panique ni applaudissements. C'est normal. Cette richesse devient pourtant délicate dès qu'elle se transforme en hiérarchie sociale. Diglossie, polyglossie, des langues africaines souvent transfrontalières comme le somali ou l'afar, cohabitent avec les langues héritées de la colonisation. Français, anglais, portugais, espagnol. Le problème n'est pas qu'elles vivent ensemble, mais qu'elles ne vivent pas au même étage. En haut, la langue officielle, celle de l'école, de l'administration, de la justice, des médias et du pouvoir. En bas, la langue maternelle, cantonnée à la maison, au marché, à l'intime et à l'émotionnel, indispensable pour vivre, insuffisante pour réussir. De ces déséquilibres naît un scénario connu. Certaines langues montent, d'autres descendent, et quelques-unes disparaissent sans même un communiqué de presse. Si les langues africaines reculent, ce n'est pas par manque de vigueur, mais parce que d'autres sont lourdement armées. École, écriture, État, prestige social et perspectives professionnelles. D'où cette vérité souvent évitée. Une politique linguistique n'est pas un luxe culturel, mais une stratégie de développement, de gouvernance et de coexistence nationale, qui renaît la langue à la fois comme culture et comme pouvoir. La vraie question n'est donc pas seulement s'il faut enseigner les langues africaines à l'école, mais s'il faut enseigner dans ces langues. Interrogation qui déclenche soudain peur et prudence. Le drame commence quand l'une est dite moderne et l'autre archaïque, privée de prestige et d'avenir, au point que l'enfant comprend qu'il doit laisser une part de lui-même au vestiaire pour réussir. Certes,
Les langues internationales ouvrent des portes, mais perdre sa langue intérieure a un coût invisible et durable. Non, une polyglossie paisible, mais, comme le disait Albert Memmi, un véritable drame linguistique. Passons au deuxième étage du triangle, l'école. Avant les indépendances, elle n'était pas un simple lieu d'apprentissage, mais une machine idéologique parfaitement réglée, chargée de former une jeunesse capable de servir, traduire et relayer la langue du dominant. Pour y parvenir, une opération centrale s'imposait: faire de la langue étrangère la langue de la pensée et reléguer la langue maternelle au rang d'outil domestique, bon pour la famille, suspect pour comprendre le monde. L'école devient alors la langue du maître, le canal de l'administration et parfois un mur entre l'enfant et ses origines, un lieu où l'on apprend à conjuguer les verbes tout en désapprenant sa filiation. Les archives sont d'une franchise désarmante. Faire aimer la France, mieux servir la nation française. Preuve que l'école coloniale ne formait pas des citoyens, mais des individus fonctionnels au service d'un projet précis. Après l'indépendance, on attendait une rupture, réparation, réhabilitation des langues maternelles, refondation intelligente. Mais la rupture s'est souvent contentée d'échanger de vocabulaire, partenariat, modernisation, réforme, séminaire, feuille de route. Beaucoup de mots, peu de renaissance. L'école nationale est ainsi devenue une école fatiguée, sans âme clairement assumée ni projet collectif débattu. Le symptôme le plus visible en est le statut de l'enseignant. Valorisé, il incarne un modèle. Précarisé, contraint de multiplier les petits métiers pour survivre. Il révèle une école qui se fissure de l'intérieur. Dans ce contexte, l'élève devient parfois client. La transmission passe au second plan et la fatigue devient le programme caché. L'école ne fabrique plus l'espérance, mais une usure lente, silencieuse et redoutablement efficace. Troisième étage, le citoyen. C'est ici que le triangle devient pleinement visible. C'est ici que le résultat parle ou reste muet. Dans de nombreux contextes, le citoyen ne maîtrise vraiment ni sa langue maternelle, ni le français. La première est cantonnée à la sphère privée, parlée et improvisée sans apprentissage structuré, sans écrit ni exigence. Le second, pourtant doté d'une grammaire solide, est souvent mal enseigné et se transforme en langue approximative, faite de fautes récurrentes et de phrases inachevées. De cette double fragilité naît une difficulté majeure à produire un message clair et convaincant, ce qui pousse à bricoler une langue hybride utile pour discuter, beaucoup moins pour penser. Car penser suppose d'organiser ses idées. Et cette organisation se fait toujours dans une langue maîtrisée. Sans elle, la pensée reste floue, instable et interrompue. Les citoyens se retrouvent alors entre deux cultures, sans possession réelle de l'une ni de l'autre, vivant dans un entre-deux qui ne s'ouvre jamais complètement, parfois remplacé par un troisième espace où l'argument cède,
la place au réflexe et où le débat s'achève par un « je sais pas ». Et c'est comme ça. Dans la vie publique, les conséquences sont lourdes. Comment revendiquer un droit ou dénoncer une injustice sans outil du raisonnement ni l'éloquence minimale? Les théories de Gardner ou de Sternberg convergent pourtant vers une capacité essentielle: articuler idées, arguments, exemples et conclusions. Et quand cette articulation disparaît, la discussion collective s'appauvrit, les citoyens s'affaiblissent et la démocratie devient un lieu où tous sont concernés, mais où seuls parlent réellement ceux qui possèdent le pouvoir des mots. Alors, y a-t-il une porte de sortie? Oui, sans naïveté ni cynisme. Elle commence par un geste simple et exigeant. Regarder la réalité en face, l'observer, l'analyser et l'accepter sans maquillage ni slogan. Puis vient la question décisive, trop souvent repoussée. Quel citoyen voulons-nous former? Un répétiteur docile et silencieux ou un citoyen capable de raisonner, d'argumenter, de comprendre et de se défendre? La réponse impose un chantier clair: réhabiliter les langues nationales dans l'espace public et à l'école comme instrument de pensée, redonner à l'enseignant sa dignité, sa formation et son rôle central, et reconstruire une école djiboutienne formant des esprits critiques. Car pour un nouveau citoyen, il faut une autre école, comme le rappelle cette voix de père à son fils devenu enseignant. L'école est un choix des sociétés. Une autre école est possible, un autre citoyen aussi. Et pour réinventer l'avenir, il faut parfois commencer par retrouver la mémoire de ce qui faisait tenir l'école debout. Alors, je vous conterai une prochaine fois l'école que j'ai connue autrefois. Je vous remercie.